Bonjour mon cher Christian, comment ça va? Ça va bien. Écoute, on est en vacances, donc on essaie de profiter au maximum du soleil, quoique ça me permet, moi, les vacances me permettent un peu de reprendre du retard sur ce que j'ai déjà d'accumulé. Fait que donc on se garde la tête hors de l'eau. Ouais, ben c'est ça. Tu fais un peu de piscine? Non, ça jamais. Je déteste la baignade. OK, Je OK. préfère l'air climatisé pour me refroidir. Ouais, avec un bon livre à lire. C'est ça, absolument. OK. Écoute, Ah, Christian. d'ailleurs, je voulais te féliciter pour ta sélection pour les prix Gémeaux, je crois, c'est ça? Ouais, ouais, C'est ça, donc, je fais partie du grand. Ben, je faisais partie parce que là, les sélections sont terminées du grand jury. Donc, ça va être diffusé cet automne à Radio-Canada. Effectivement, ça a été un beau privilège ouais. pour moi de faire partie du grand jury. Puis, en étant membre de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, ben, c'est gratifiant. Oui, J'apprécie absolument, beaucoup. absolument. Oui, ouais, ouais, absolument. Écoute, Christian, avant qu'on commence, c'est parce que j'ai été intrigué par une question d'un auditeur par rapport à ce qu'on avait discuté précédemment concernant le Yeti, pas le Yeti, le Bigfoot et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu des histoires de Dogman ici au Québec? Parce qu'on sait Moi, je qu'il y a n'en eu aux connais, États-Unis. Oui? je n'en connais pas. Ah, Je OK. n'en connais pas. Je sais que c'est un phénomène qui est apparu aux États-Unis. Je sais Ouais. qu'en France, ils en ont, il y a eu quelques Oui. récits, mais il faut faire attention parce qu'en France, il y a, c'est souvent une question de la médiatisation de quelque chose entraîne OK. souvent des témoignages, hein. On le sait dans le domaine des ovnis, ça a été fait 1000 fois cette Ouais. expérience-là. Donc des journaux vont écrire une fausse histoire d'apparition d'ovnis et dans les jours qui vont suivre, plein de gens vont se manifester en disant: «Oui, je l'ai vu cet Ah, ovni, ouais, donc ouais, on va ouais, en ouais. parler». OK, Donc je on a un comprends. phénomène de médiatisation et OK. je te dirais même dans le cas des ovnis, on a aussi fait une autre expérience, celle de prendre par exemple un ballon ou un drone sur lesquels on avait placé des lumières avec des séquences et cetera et on l'a envoyé en l'air et bien sûr, ça a généré des récits d'observation d'ovnis, ce qui était Mhm. évidemment, on s'attendait à ça. Mais ce qui a été très surprenant, c'est de voir à quel point certains de ces récits étaient très éloignés de la réalité. Donc, on OK. avait un simple ballon, par exemple, avec une séquence de lumière rouge et là, les gens ont téléphoné en disant: «J'ai vu un ovni». Et là, ils parlaient d'un objet circulaire avec des lumières multicolores, des hublots. Donc, on voit à quel point l'imagination va colorer Ouais. les témoignages. Je comprends que les amateurs d'ovnis préfèrent se mettre la tête dans le sable et ne pas accepter ça, mais ces expériences-là, malheureusement, elles ont été menées et 1000 et une Mhm. fois, et toujours avec Intéressant. les mêmes résultats. Donc, le témoignage, il est très fragile. Dans le cas de la France, bon, le phénomène des dogman, le phénomène du dogman, bon, qui est assez proche quand même du phénomène du loup-garou, hein, je veux dire, Ouais, bon, ben, c'est ça, j'allais dire, c'est une forme de ouais, loup-garou, ça? ouais, c'est ça, c'est une créature, mais au lieu d'être un loup, ça devient une espèce de lycanthrope qui est plus chien que loup, tu sais, mais bon, OK. on est un peu dans les mêmes eaux et dans le cas du Dogman, ce qui caractérise aussi beaucoup les histoires de Dogman, c'est que la créature, telle qu'elle est décrite par les témoins, aura tendance à se déplacer davantage sur 4 pattes. Mais quand je dis sur 4 pattes, non pas comme un chien, mais plutôt comme un chimpanzé, par exemple, hein. OK, On voit le ouais. genre, il OK. va utiliser ses pattes de devant pour se propulser, mais il a presque une position debout. Donc alors que les loups-garous, très souvent, le lycanthrope, les gens qui disent avoir vu des loups-garous le décrivent réellement comme une créature avec une stature debout. Le Dogman a cette différence, mais le phénomène est apparu aux États-Unis, évidemment, comme dans bien des cas de créatures, des cryptides, hein, c'est le nom Ouais, qu'on OK, leur ah donne, ouais. ces créatures OK. non reconnues par la science ou non connues de la science, les cryptides. Ah, parce que, si tu me permets, je vais faire la Ouais, précision ouais, que vas-y, vas-y, vas-y. C'est dans intéressant. l'univers de la cryptozoologie, hein, qui n'est pas une science, qui est une pseudoscience, la cryptozoologie, qui est voisine de la zoologie, hein, et la Mhm. cryptozoologie veut dire l'étude des animaux non connus ou non reconnus. Donc, en Mhm. fait, crypto du mot grec veut dire caché. Donc, c'est l'étude des animaux cachés. Donc, en traduction, les animaux non connus ou non reconnus par la science. Dans cet univers-là de la cryptozoologie, on connaît surtout les super vedettes, hein, le Yéti, le monstre du Loch OK, Ness, ouais. bon. Mhm. Mais les gens qui s'intéressent à la cryptozoologie
accepte plein d'autres animaux qui sont beaucoup moins exotiques. Et certains de ces animaux, d'ailleurs, ont été longtemps considérés comme des mythes avant qu'ils ne deviennent des réalités. Par exemple, dans les années 60 ou 70, moi je me rappelle, on parlait de ce qu'on appelait le king cheetah, hein, le guépard, le guépard roi. C'est le nom qu'on lui donnait. Et OK. quelle était la différence du guépard roi, hein, le king cheetah, par rapport aux autres guépards? Les témoins, et on parle principalement des gens originaires, là, qui habitent dans les régions des savanes africaines, là, et Mhm. ces gens-là disaient, c'est un guépard, mais les traces, au lieu que ces taches soient simplement des ronds, on a l'impression que ce sont les ronds sont reliés les uns aux autres comme des gouttes d'eau. Ça semblait un Ouais. peu étrange, hein. Et évidemment, on se disait, il doit y avoir quelque chose, une symbolique au niveau du folklore, Ouais. etc. Jusque, au moment où, dans les années 70, des naturalistes qui survolaient les plaines du Serengeti à bord d'un ballon, un ballon à air chaud, une montgolfière, Ouais. les ont vus, en ont vu une communauté, ils les ont filmés. Donc, à partir de ce moment-là, cet animal, ce king cheetah, ce roi des guépards, qui était considéré comme un cryptide, est soudainement devenu un animal rarissime, peut-être même en voie de disparition, peut-être d'ailleurs, au moment où on se parle, il est peut-être complètement disparu, mais on voit que les témoignages des gens, des locaux, des aborigènes qui parlaient de cet animal-là, là, je dis aborigènes, c'est plutôt les Bushmen d'Afrique qui racontaient ça. Mhm. Donc, eux, quand ils racontaient ça, l'animal existait pour de vrai. Plus récemment, ou à la fin des années 90, par exemple, des gens dans la région du parc national de Vu Quang, qui se trouve au Vietnam, OK. disaient, et on parle encore là des gens locaux, disaient, il existe quelque part dans la forêt une espèce de petite antilope qui a à peu près la taille d'un gros chien, là, ou d'un veau à peu près. Et ce qu'elle a de particulier, au-delà des cornes, elle a sur le naseau, elle a deux petits volets qui s'ouvrent et se ferment, ce qui lui permet de rentrer la tête, par exemple, dans une mare d'eau, dans une rivière pour aller chercher des poissons. Et là, évidemment, on se disait, ben, une antilope avec des ailettes sur le nez, t'es sûr qu'elle n'a pas des ailes dans le dos, puis elle ne va pas dans les airs. Donc, tu vois, cet animal-là ces récits-là avaient fait leur chemin jusqu'aux cryptozoologues qui OK. s'intéressaient à cette espèce d'antilope qui était non reconnue par la science, jusqu'à temps où on en capture un au début des années 90. Donc là, on avait bel et bien la vérité, la véritable, on avait l'animal, donc on ne pouvait plus en OK. douter. Là, au moment où on se parle, on en a peut-être capturé une vingtaine de ces petites antilopes euh, qu'on appelle antilope du Wukwang ou ox antilope. Et ces animaux-là, ben, on a maintenant la réalité. Ils sont passés soudainement d'un cryptide à un animal reconnu par la science. Évidemment, qui s'intéresse à des espèces d'antilopes peu connues, des insectes non reconnus ou des types de poissons, et chaque année, il faut quand même le dire, hein, les recherches, notamment dans le fond des océans, nous permettent de découvrir de nouvelles espèces qui viennent Ah oui? alimenter, qui viennent garnir davantage les livres de taximanie, OK. dans lesquels on fait le répertoire des animaux. Et dans ces animaux-là, donc les animaux qui sont sous forme de légende, reconnus par certaines communautés, qui sont peut-être pas aussi exotiques que le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot, ils font partie de la cryptozoologie jusqu'à temps que les animaux soient découverts par la science, si éventuellement ils le sont. Et il existe un autre type d'animaux qu'on retrouve dans dans la cryptozoologie. Ce sont les animaux qu'on appelle Lazarus. Les animaux Lazarus, ce sont des animaux que l'on sait qui ont existé, mais qui ont disparu. Et donc, ils Mhm. sont classés comme ayant disparu. C'est le cas, par exemple, du mammouth. Mais parfois, il y a des témoignages des gens qui disent ah, on est allé dans telle région de la Sibérie, on aurait vu des Ouais. mammouths laineux. Ben, quand même, les mammouths laineux, c'est quand même disparu depuis 40, 50 000 ans, là, les derniers. Là. Et ensuite de ça, là, je parle des. Bon, il y a des récits qui parlent que le mammouth laineux serait peut-être disparu il y a 15 ou 20 000 ans, là, mais là, on est très OK. tardif, très tardif. Et on a aussi, plus proche de nous, hein, de manière plus contemporaine, on a un animal, et ça alimente beaucoup les spéculations, on a un animal qui vivait jadis en Australie, qui était très répandu en Australie et sur l'île de Tasmanie, qu'on appelait le tigre de Tasmanie, ne pas confondre avec le démon de Tasmanie, là, le devil, Ouais. le Tasmanian Devil, Ouais, mais lui, il a vu dans les comics, dans les là. dessins animés, c'est ça. Mais le tigre de Tasmanie était un animal qui ressemblait étrangement à un gros chien,
OK. avec sur le dos des rayures, ce qui lui a valu le nom de tigre de Tasmanie. Et comme il ressemblait aussi à un chien, on l'avait surnommé aussi loup de Tasmanie. Son véritable nom est le thylacine. Et ce thylacine, il était très répandu, comme je l'ai mentionné, sur l'île de Tasmanie et en Australie. Mais malheureusement, lorsque les colons anglais se sont installés sur l'île, et principalement en Nouvelle-Galles du Sud, avec eux, ils ont amené également des cheptels de moutons. Et il faut savoir que le thylacine était en haut de l'échelle des prédateurs, hein. Donc, et quand on est arrivé avec les moutons, bien évidemment, ça a été vraiment le buffet, un buffet ouvert. Il s'en est pris au cheptel de moutons, tant et si bien que le gouvernement de l'époque avait autorisé la chasse au thylacine et remettait une somme, hein, qui était dérisoire, Ouais. mais une somme pour tous les thylacines qui étaient abattus. Et crois-le ou non, on a tellement abattu les thylacines qu'on l'a fait disparaître. Le dernier thylacine, jusqu'à tout récemment, là, je ne veux pas que les gens se confondent, mais juste le tout dernier thylacine, on croyait jusqu'à tout récemment qu'il était décédé en 1936 dans un zoo de Hobart, sur l'île de Tasmanie. Il s'appelait Benjamin, c'est assez curieux, parce que c'est un nom masculin, alors que l'animal était une femelle. Mais néanmoins, Benjamin est mort en 1936 dans un zoo de Hobart, puis il est mort un peu stupidement, parce que c'était le dernier spécimen vivant, et son gardien, c'était une soirée où il a fait particulièrement froid, et le gardien, au lieu de rentrer l'animal à l'intérieur, il l'a laissé dans son parc, et le lendemain matin, l'animal est mort durant la nuit, l'animal est mort de froid. Ça, c'est pour l'histoire telle qu'on la rencontre, mais depuis quelques mois, on a trouvé dans un jardin zoologique non officiel, disons ça comme ça, un parc où des gens gardaient des animaux. On a trouvé des restes d'un thylacine qui serait probablement mort aux alentours de 1938 ou 1939. Oui. Donc, ce spécimen serait vraiment le dernier thylacine vivant connu. Mais bon, pour l'histoire, disons que celui qu'on rapporte dans les livres d'histoire, c'est l'histoire de Benjamin, décédant, qui est mort en 1936. Mais néanmoins, le thylacine, chaque année, il y a des gens qui vont dans certaines régions, soit de la Tasmanie ou soit très sauvages de l'Australie, particulièrement la partie nord qu'on appelle le Queensland, qui proviennent de ces régions-là en disant: je crois avoir vu dans la jungle des tigres de Tasmanie, un thylacine. Donc, cet animal-là, c'est pas un cryptide. Hein. Les cryptides, ce sont plutôt des animaux qui n'ont jamais existé et dont on n'a pas la preuve de l'existence. Dans le cas des animaux Lazarus, comme c'est le cas par exemple du thylacine, ce sont des animaux que l'on croit disparus, mais dont des témoignages font encore état d'une survie quelque part dans des régions isolées. Donc, on a ces deux espèces, deux catégories d'animaux qu'on retrouve dans la cryptozoologie. Le dogman, il est apparu aux États-Unis. Ce sont des récits qui apparaissent des États-Unis, qui sont d'ailleurs assez récents. Hein. Les premières histoires de dogman, même sont creuses. On peut toujours en trouver dans les années 60 ou les années 70, mais le phénomène, il est réellement apparu dans les années 2000 aux États-Unis et on l'a beaucoup médiatisé. Les amateurs de mystère ont beaucoup médiatisé les nouvelles histoires du dogman. C'est un peu comme donner une nouvelle vie aux histoires de loups-garous et de lycanthropes. Ouais, ben voilà. Ouais, et en France, ben, encore une fois, en France, il y a une antenne radio qui est très importante et il ne faut pas la sous-estimer. C'est une émission qui s'intitule Bob dit toute la vérité. Et c'est une émission qui est diffusée sur une chaîne Internet. Donc, on a donc à la fois l'audio et la vidéo. C'est une émission qui est excessivement populaire. C'est vraiment un rendez-vous des amateurs de mystère. On peut toujours trouver toutes sortes de critiques. J'en ai quelques-unes, mais il y a quand même, dans cette émission, il y a des gens tout à fait notables qui passent là. Je pense par exemple à mon ami Jocelyn Keller, qui est un invité régulier à l'émission, qui est très sérieux. Jocelyn Keller, c'est un peu le Christian Page des Français, où moi, je suis le Jocelyn Keller des Québécois. Mais bon, les gens vont découvrir ça là, en t'écoutant. Oui, c'est ça. Donc, Jocelyn Keller est un invité régulier à l'émission, très rigoureux dans ses approches, très journalistique dans ses approches. Puis on reçoit souvent beaucoup d'invités qui sont très intéressants à l'émission de Bob dit toute la vérité. Bon, est-ce que Bob dit toujours toute la vérité? C'est pas certain. J'ai plusieurs anecdotes là-dessus, mais bon, enfin, néanmoins, c'est une émission qui est populaire. Et ils ont fait plusieurs volets sur le Dogman, sur les histoires du Dogman. Et curieusement, après la sortie des émissions
l'émission de Bob dit toute la vérité sur le Dogman. Ben, Ouais. évidemment, il lance l'appel. S'il y a des gens qui vous écoutent, qui ont vu le Dogman, qui Ah, en ont entendu ça parler, va faites-nous jusque-là. le savoir. Et ça a généré quelques témoignages. Pas beaucoup, mais il y a quand même une dizaine de témoignages qui sont arrivés à l'administration de l'émission de Bob dit toute la vérité, des histoires de Dogman. Est-ce que ce sont des récits qui sont authentiques, que des gens ont vu quelque chose qu'ils ont cru être le Dogman? Ou est-ce que ces récits-là ont été alimentés par le fait que la radio en a parlé? Ça reste un peu un grand mystère. Mais Puis j'ai c'est pas. quoi, Oui, excuse-moi, ben, termine ce que ben, tu j'allais voulais dire. dire, pour l'instant, c'est toujours un peu la même chose, hein. On manque d'évidence matérielle pour appuyer ces récits-là. On reste encore dans l'univers du témoignage. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quoi le Dogman, en fait? Est-ce que c'est une personne, un humain qui se transforme à la pleine lune, un peu comme le loup-garou, Non, ou c'est juste d'après quelqu'un non, qui le est comme ça au récit. naturel, puis Ouais, c'est une créature qui serait naturelle, hein, donc et c'est un peu étrange parce que il y a une certaine difficulté à comprendre l'aspect logique de la chose. ouais. C'est une créature, je te dirais, là, si on veut la comparer, là, c'est une créature qui ressemble un peu au Mothman. Je ne sais pas si tu connais Oui, oui, l'histoire oui, du oui, oui, Mothman. Donc on est, l'espèce ouais, une espèce d'oiseau, là. d'homme papillon, là, bon, Ouais. on est en 1966, en fait, on est en novembre Oui, oui, oui. 1966. Des gens, il faut savoir, on est à Point Pleasant, ça se trouve en Virginie occidentale. Et Point Pleasant, à une époque, un peu au nord de Point Pleasant, à 3 ou 4 kilomètres au nord de Point Pleasant, il y avait, durant la Deuxième Guerre mondiale, un centre où on faisait des explosifs. D'ailleurs, le OK. nom de l'endroit était le centre TNT, hein, de l'explosif. C'était un centre très important. C'était littéralement une petite ville, ce centre de développement pétrochimie. C'était pratiquement une petite ville avec des bâtiments, des rues, des quartiers d'habitation. Et après la Deuxième Guerre mondiale, peu à peu, l'endroit a été déserté. Mais tu comprends, à quelques kilomètres au nord de Point Pleasant, on a littéralement une ville abandonnée. Ça devient, dans les années 60, un lieu de ralliement pour les jeunes. Et on s'y retrouve. Et là, on peut s'imaginer un peu des scénarios à la James Dean, hein, des jeunes qui font des courses avec des grosses voitures, etc. Ils Ouais, ont, ouais. ils ont le champ libre, là. Et c'est également, tu l'auras bien compris, un endroit pour les amoureux, hein, un endroit pour s'isoler. Bon. Et la police va rarement, on le sait, les policiers le savent, qu'il y a des rendez-vous qui se font D'accord. au centre abandonné du TNT, mais les policiers n'y vont pas trop tant qu'il n'y a pas trop de grabuge, etc. Et c'est là que va apparaître l'histoire du Mothman. Donc, un soir, on a deux couples dans une même voiture. On est le 15 de mémoire, c'est le 15 novembre 1966. Donc, ces gens-là se rendent au dépôt TNT. Et à ce moment-là, ils vont apercevoir dans les phares de la voiture, il faut bien comprendre, les conditions ne sont pas optimales d'observation. C'est la nuit, un petit peu de brouillard. Et là, ils vont voir dans les phares de la voiture une créature qu'ils vont décrire comme étant une espèce de forme humaine avec de grandes ailes. Il ne voit pas la créature, il ne voit pas vraiment, il voit des jambes, il ne voit pas de bras, hein, il ne voit que des ailes. La reconstruction que l'on fait du Batman comme Ouais. un homme avec des ailes dans le dos, un peu comme un ange, là, mais un peu Ouais. diabolisé. C'est pas tout à fait ça que les gens ont vu. Ils ont vu une créature qui avait des pattes, mais elle n'avait pas de bras. Elle avait deux grandes ailes. Et les phares l'ont éclairée, la créature, là, les yeux étaient très lumineux, rougeâtres. Elle a déployé ses ailes. Eux disaient que ça devait faire à peu près un 2,50 m, 3 mètres d'envergure. Ah ouais, Et quand à même. partir de là, évidemment, ils ont été très effrayés. Ils ont fait demi-tour. Et alors qu'ils revenaient vers Point Pleasant en voiture, le pied dans le fond sur l'accélérateur, ils disent que la créature s'est envolée et volé au-dessus de la voiture. Ils devinaient son ombre au-dessus de la voiture. Et lorsqu'ils sont arrivés à Point Pleasant, la créature avait disparu. Ils se sont rendus au bureau du shérif, ils ont raconté l'histoire. Le lendemain, ben, lors d'une conférence de presse, puis c'est un peu, entendons-nous, ce n'était pas une conférence de presse sur le Batman, mais c'était plutôt une Ouais. conférence de presse sur les événements de la nuit, hein, comme le font souvent les services de police. Le matin, les journalistes vont les voir, ouais, un Ben oui, ils accident vont poser des questions, puis ouais. militaire. Puis là, un des policiers a dit un peu à la blague, dit, ah ouais, il y a deux jeunes, il y a quatre jeunes finalement qui sont venus hier soir, vers à peu près minuit. Il y avait une créature avec des ailes volant dans le parc TNT. Et ça a fonctionné, hein. C'est une histoire qui aurait pu tomber dans un bas de page, mais à l'époque, dans le journal local de Point Pleasant, il y avait une journaliste, une columniste, une chroniqueuse, qui avait une chronique et qui s'intéressait beaucoup aux histoires de soucoupes volantes, le film, le OK. paranormal. Et pour elle, évidemment, ça a été une manne, cette histoire de Batman. Elle a écrit une colonne là-dessus. Et là, peu à peu, les jeunes se donnaient rendez-vous
au centre TNT et tu comprends que les apparitions du Mothman se sont multipliées. Et là, éventuellement, les apparitions du Mothman vont prendre fin 1 an plus tard. On est en décembre, et curieusement, on est vraiment le 15 décembre, donc c'est 1 an et 1 mois après l'apparition du Mothman. C'est la période des fêtes, hein, les gens, c'est le magasinage des fêtes, tout ça. Et il y a un pont qui relie l'État de la Virginie occidentale à l'État de l'Ohio. Et il y a un pont qui s'appelle le Silver Bridge. Et à un moment donné, le 15 décembre 1967, à ce moment-là, il y a un problème avec les feux de circulation et tous les feux tombent au rouge et le pont est surchargé de voitures. C'est un pont qui a été construit à la fin des années 20, début des années 30. Et il faut savoir que depuis les années 30, les voitures ont triplé de poids. Hein, donc ça, c'est très important. Et le pont, le Silver Bridge, a eu un très mauvais entretien. Et c'est un pont suspendu, donc avec des câblages d'acier, un peu comme le pont Champlain à Montréal, qui a des câbles d'acier avec une structure. Donc, le pont, c'est un pont suspendu. Et l'un des anneaux est très rouillé. Le pont est assez chancelant. Il y a eu d'ailleurs plusieurs alertes, des ingénieurs qui sont allés voir le pont. L'ont dit d'ailleurs, ils ont fait savoir aux autorités municipales que le pont devenait de plus en plus dangereux et qu'il était pressant de faire des travaux. Ce que l'on n'a pas fait. Et donc, ce 15 décembre 1967, il y a un problème avec les feux de circulation. Le pont est rempli de voitures. Et là, un des anneaux d'arrimage, l'anneau numéro 13, c'est quasiment un chiffre symbolique, mais c'est bel et bien l'anneau numéro 13 qui va se briser. Et là, c'est un peu comme un jeu de domino. À partir du moment où un câble va lâcher, il y en a un autre, un second. Et finalement, le pont va s'écrouler dans la rivière Ohio. Et il va y avoir une quarantaine de morts dans cet incident-là. C'est une véritable catastrophe et on le comprend juste à la veille de Noël. Et des gens vont dire, ad hoc, hein, ça se dit après, ça ne se dit pas ce jour-là, mais dans les semaines, les mois qui vont suivre, des gens vont dire « Je crois avoir vu au-dessus du pont, peu de temps avant que s'écroule le fameux Mothman. » Et là, il y a une légende, hein, il y a un auteur en particulier qui est un type, là, une espèce de Richard Glenn venu de New York, qui s'appelle John Keel, un type qui a toutes sortes d'hypothèses tout à fait fantaisistes sur l'univers du paranormal. John Keel va se rendre à Point Pleasant pour enquêter là-dessus. Il écrit pour un petit magazine qui fait des histoires fantastiques, etc. Donc, il se rend sur place et là, il va enquêter là-dessus. Il va écrire éventuellement un ouvrage qui va sortir quelques années après, qui s'intitule La prophétie du Mothman, de Mothman Prophecies, et dans lequel il émet l'hypothèse que le Mothman, puis là, il va trouver des histoires à gauche et à droite. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies? C'est pas la force de John Keel de donner des références. Donc, il raconte des histoires où il y aurait eu des catastrophes et ces catastrophes auraient été précédées par des apparitions d'hommes volants, un peu comme le Mothman. Et là, on en fait un peu un personnage, comme lorsqu'il apparaît, il devient annonciateur de catastrophes. Il y a des gens qui croient à l'existence du Mothman. Il faut quand même savoir que l'explication la plus vraisemblable, c'est que depuis la fin des travaux, en fait, depuis l'activité au fameux TNT, le fameux l'usine pétrochimique, l'endroit a été laissé à l'abandon. Et encore aujourd'hui, il fait partie d'une zone qui est délimitée, qui est un parc naturel, qui s'appelle la McClintic National Wild Forest. Et donc, c'est devenu un sanctuaire d'oiseaux. Et il y a donc énormément d'oiseaux dans ce secteur-là. Et il est interdit de s'y rendre. Hein, on ne peut pas se rendre là, à moins de sauter par-dessus la clôture. Et bon, ce n'était pas le cas en 1966, mais ça devenait quand même, c'était un endroit qui était isolé et devenait de plus en plus un endroit où venaient nicher des oiseaux. Or, il existe des grues, hein, des oiseaux, des grues, et on parle par exemple de la grue grise d'Amérique, qui est un très gros oiseau. Et il est possible, l'hypothèse la plus vraisemblable, on en voyait souvent des grues grises d'Amérique au dépôt TNT. Il est plus vraisemblable que ce soir-là, en 1966, les jeunes ont été effrayés par une grue qui devait se tenir quelque part. Ils l'ont éclairée avec les phares. Dans l'obscurité, la distance devient difficile à évaluer. Lorsque l'oiseau a été éclairé par la lumière, évidemment, la lumière s'est reflétée dans les yeux de l'oiseau, sur la rétine de l'oiseau. L'oiseau effrayé a ouvert ses ailes. C'est ce que font les animaux d'ailleurs, et pour prendre de l'espace pour impressionner un éventuel prédateur. Donc, les gens ont probablement été effrayés par la présence d'une grue.
Et là, ils sont allés raconter ça à la police. Et là, ben, évidemment, l'idée était lancée qu'il y avait une créature élue. Et il faut se rappeler 1966 aussi, c'est la sortie à la télévision de la série télé Batman, très populaire. Et c'est un journaliste qui va trouver le nom, hein, il va s'amuser en disant, bon, ben maintenant, on avait déjà Batman, ben voici le Mothman. Et c'est lui qui lance le nom du Mothman en s'inspirant de Batman. Là où je veux en venir, c'est que le Mothman, il y a des gens qui croient à l'existence du Mothman, je respecte ça. Mais on comprend qu'il n'y a pas de référence biologique. Hein? Le Mothman, il n'y a pas une communauté d'hommes papillons qui vivent quelque part dans les forêts de la Virginie occidentale. Il n'y a pas d'antécédents non plus. Là. On n'a jamais trouvé des squelettes ou des restes d'une créature semblable. C'est partie des légendes. Voilà, c'est un animal qui apparaît, hein, si tu veux y croire, libre à toi, mais c'est un animal qui apparaît de manière spontanée. Hein. Il ne vient de nulle part, il apparaît de nulle part, il n'a pas d'ancêtre, il est là. Ben, le Dogman, c'est un peu la même chose. À partir du moment où les récits apparaissent dans les années 2000, il s'inscrit dans les histoires de légende, mais il n'y a pas de référence historique qui dit, ah oui, voilà, on a des ancêtres de cet animal qui expliqueraient pourquoi il est là. On n'a pas ça. Alors que dans le cas du Bigfoot, on arrive toujours à trouver un lien. On se dit, ouais, bon, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, il n'y a jamais eu de primates, mis à part l'homme, il n'y en a jamais eu de primates. Bon, c'est déjà un point faible, là, mais bon. Mais on comprend que si on regarde dans les livres de taxinomie, on va retrouver, par exemple, dans la lignée des espèces humaines ou primates proches de l'homme, on découvre qu'il y avait, par exemple, en Asie, une créature qu'on appelait le gigantopithèque, qui était une créature qui ressemblait à un orang-outan, là, qui faisait à peu près 2,50 m à 3 mètres de haut, qui se tenait de manière en position très plantigrade. Et c'est assez étonnant parce qu'on n'a que des dents. On n'a jamais trouvé le squelette de l'animal, on n'a que ses dents, mais à partir de ses dents, il faut croire que les paléontologues sont quand même bons pour spéculer. Mais bon, on n'a que des dents, on a des dents pour une partie de la mâchoire des gigantopithèques, mais on est capable d'avoir un portrait robot du gigantopithèque. Et ce gigantopithèque, il ressemble un peu aux descriptions du Sasquatch ou du Bigfoot. Là. Donc, si on veut y croire au Bigfoot ou au Sasquatch, on peut toujours se dire, ouais, mais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu dans nos ancêtres une créature qui ressemblait au Bigfoot. Peut-être que cette créature a survécu à travers des millions d'années et elle nous soit parvenue encore aujourd'hui et vivrait quelque part dans les forêts d'Amérique du Nord ou dans l'Himalaya. Donc, on peut trouver un lien comme ça. Un peu factice, là, bien sûr, mais on trouve un lien. Alors que dans le cas du Dogman, ben, on n'en a pas plus que dans le cas du Mothman. Si on veut y croire, parfait, c'est libre, mais il est plus vraisemblable que les gens ont été trompés par des grands oiseaux échassiers, comme il y en a beaucoup dans cette région, dans ce parc-là, qui était autrefois le dépôt TNT. Moi, j'y suis allé à quelques reprises. Ah ouais? OK. Avec des autorisations nécessaires pour me rendre sur place. Et j'en ai vu moi-même beaucoup de ces créatures-là. Et ce que je me rends compte, c'est que l'endroit est encore aussi beaucoup visité par des jeunes. Hein. Même si il est interdit, on a des clôtures qui interdisent l'entrée du site. On voit quand même, quand on entre à l'intérieur, il reste encore quelques vestiges des bâtiments de l'époque. Et on voit des graffitis, on voit des endroits où on a fait du feu, on voit des canettes de bière, bon, ce qui montre qu'il y a une occupation le plus ou moins soutenue du parc, malgré l'interdiction des autorités. Mais je me rappelle, quand j'y suis allé à quelques reprises, j'ai vu, ce qui est assez amusant quand tu rentres dans le parc, parce qu'il y a un des éléments qui est souvent associé au Mothman, quand les gens disent, les premiers témoins ont raconté être sortis du parc et avoir vu la créature, en fait, ils l'ont vu 2 fois, disent-ils. Ils l'ont vu une première fois. Ils ont fait demi-tour, ils ont contourné un bâtiment et au moment de sortir du parc, il y a des espèces de monticules qu'on appelle des igloos, hein, qui sont faits en ciment et dans lesquels on plaçait la dynamite. Au cas où il y a une explosion, l'igloo était fait en béton armé qu'il aurait pu contenir l'explosion. Et ces igloos, ils existent encore aujourd'hui. Ils sont fermés par des grosses portes en acier. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, les cadenas ne sont plus là, donc les portes peuvent être ouvertes sur leur gonds. On peut entrer à l'intérieur. Mais tu comprends, ce sont devenus vraiment des monticules de terre. Avec les années, la terre a recouvert le monticule, il y a de la végétation. Là, c'est vraiment, si tu ne portes pas attention, tu as l'impression que c'est une sorte de petite colline. Là, tu sais, bon. Et bon, ce sont les
les igloos. Et au moment de sortir du parc, les témoins originaux disent, voilà, on sort du parc et on le revoit, ce fameux homme-oiseau, on le revoit sur le dessus d'un de ces igloos. Donc, il est utile de dire que c'est devenu une espèce d'image symbolique, l'igloo du parc TNT avec le Mothman dessus. Mais encore une fois, c'est un animal comme le Dogman pour lequel on n'a pas d'antécédent au niveau de la zoologie ou de la biologie, rien qui a ressemblé de près ou de loin à un Dogman. OK. Bon, ben, en référence au Dogman, Mothman, nous voilà fixés par rapport à cette question-là, là, parce que moi aussi, ça m'intriguait, mais on est fixé par rapport à ça. Un gros merci, Christian, pour ta lumière là-dessus. On va poursuivre, dans le fond, concernant notre première, en fait, la suite de la série sur les avions disparus. Oui. J'ai eu des bons commentaires et des gens qui ont beaucoup apprécié. Aujourd'hui, ben, tu voulais nous parler de 3 autres sujets par rapport à ça. Il y avait le Fred Valentich. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Frédéric Valentich. Frédéric Valentich, ça, c'est une histoire, c'est un classique. Oui, c'est un classique dans l'histoire des ovnis. Et je t'explique pourquoi. Hein? Bon, on est en 1978, on est en octobre 1978, et à ce moment-là, Frédéric Valentich, on se trouve en Australie, à Melbourne. Frédéric Valentich est un jeune homme d'une vingtaine d'années, il a 20 ans d'ailleurs, je crois, et il s'est inscrit à des écoles de pilotage, tout ça, et il loue de temps en temps pour des pratiques, pour cumuler des heures de vol, il loue un petit Cessna 182L, et il fait des envolées avec. Bon, au moment où notre incident va se passer, on est le 20 octobre, c'est ça, le 20 octobre, et Valentich choisit, non, c'est le 21 octobre, ouais. Le 21 octobre, Valentich décide de faire une envolée. Il y a plusieurs choses qui, bon, je te raconte l'événement et après je te raconterai l'enquête. Donc, le 21 octobre 1978, il loue son fameux petit Cessna 182L et il dit aux gens, bon, je dois me rendre à King Island. Hein, si on regarde la carte de l'Australie, Melbourne se trouve au sud. Il y a une petite pointe qui s'appelle Cap Otway et ensuite au large, à quelques dizaines de kilomètres au large, il y a une petite île qui s'appelle King Island. Et là, voilà que Valentich dit, je dois me rendre à King Island et pour aller chercher des passagers. À certaines personnes, il parle d'aller chercher des passagers. À d'autres, à ses parents, il dit qu'il doit se rendre à King Island pour aller chercher un lot de langoustines. Donc, il doit aller chercher ça. Bon, parfait. Donc, et là, il arrive à l'aéroport. Il va différer d'à peu près, il doit décoller en fin d'après-midi, vers aux alentours de 14h30, 15h. Il va différer son départ d'1 heure et finalement, il va décoller aux alentours de 18h, 18h30. Donc, alors qu'il vole en direction de King Island, il dépasse Cap Otway et là, il se retrouve directement au-dessus de ce bras de mer qui sépare l'Australie de King Island, qui s'appelle le détroit de Bass. Et là, Valentich va contacter la tour de contrôle de l'aéroport de Melbourne et là, il dit, le contrôleur aérien, c'est un type qui s'appelle Steve Roby, il dit à Steve Roby, il dit, est-ce que vous avez du trafic en dessous de 5000 mètres? Et Steve Roby de répondre que non, que de toute façon, le radar de l'aéroport de Melbourne ne permet pas de voir en dessous de 5000 mètres parce qu'il y a des collines le long de la côte et l'onde radar est coupée par la présence de ces collines. Et là, évidemment, tu t'imagines, la conversation s'enchaîne. Roby te demande pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Et là, Valentich, je dis parce que je vois des lumières au loin, elles semblent se diriger vers mon avion. Bon, parfait, la conversation s'arrête là. Et puis, 1 minute après, et là, tout ce que je te raconte, ça tient dans 5 minutes à peu près. Là. Donc, Valentich rappelle en disant Melbourne, vous êtes sûr que vous n'avez pas un avion militaire dans le secteur ou quelque chose d'autre parce que ces lumières-là, je les vois. Et encore une fois, Roby de répondre que non. Alors, parfait. Et 1 minute après, Valentich dit Melbourne, il dit cet objet, peu importe ce qu'il est, il est de plus en plus près. Et là, il commence à le décrire. Il dit qu'il est verdâtre, qu'il est luminescent, que l'objet semble jouer un peu avec son avion. Il va et vient autour de son avion. Et là, on sent dans la conversation,
Valentich rappelle à maintes reprises, il ajoute toutes sortes de détails et à un moment donné, il répond à Roubaix, il dit, ben là, l'objet, parce que Roubaix, évidemment, est inquiet, est-ce que tu le vois encore? Il dit, non, là, il est parti. Bon. Et puis d'un coup, une minute après, il rappelle, non, il est revenu, et puis là, il y a à nouveau le balai aérien, l'objet tourne autour de l'avion de Valentich, et à un moment donné, on a à peu près 5 minutes de conversation, et à un moment donné, Frédéric Valentich dit, et là, on a presque l'impression que c'est dans un film. Hein. Il dit Melbourne, ici Frédéric Valentich, Delta Sierra Juliette, ça c'est les lettres d'appellation d'avion. Ouais. Il dit l'objet n'est pas un avion. Je répète, l'objet n'est pas un avion, c'est. Et comme il dit, c'est la fin de la conversation. Il n'y a pas le temps de dire ce que c'est. Ouais. La conversation s'arrête exactement à ce moment-là. Ça paraît quasiment de la mise en scène. Et Frédéric Valentich n'arrivera jamais à King Island. Donc, son avion disparaît au-dessus du détroit de Bass. Les autorités, évidemment, on s'attend à un moment donné, il y a une heure d'arrivée prévue, qui est à peu près 19h30. À 19h30, Valentich n'est pas à l'aéroport de King Island. Donc, on commence à s'inquiéter. Et assez rapidement, en début de nuit, on va commencer des premières tentatives pour essayer de retrouver l'appareil. Mais évidemment, on est en pleine obscurité, donc on va attendre le lendemain. Et là, le lendemain, ben, on reprend les recherches. On est le 22 octobre 1978. On reprend les recherches. On va mobiliser plusieurs avions de la garde civile, l'armée australienne et aussi de la garde-côte australienne qui vont patrouiller un énorme secteur entre le détroit de Bass, dans le détroit de Bass, entre King Island et Melbourne, et on ne trouvera absolument rien de l'appareil de Valentich. Il est considéré comme disparu et éventuellement, il va être considéré mort en mer ou quelque part avec son avion. Disparu, même si on n'a pas trouvé aucun débris de l'appareil. On va retrouver dans les jours qui vont suivre, à un moment donné, une tache d'huile à la surface de l'eau, mais des échantillons vont démontrer que c'est de l'huile à moteur pour des bateaux, donc pas de l'huile à moteur d'un avion. Donc, on ne retrouve strictement aucun débris de l'appareil de Valentich. Et il y a une enquête qui va être menée par l'armée australienne et également l'aviation civile australienne. Et là, on entre, et inutile de te dire que ça fait la une des journaux à travers le monde. Un pilote disparaît après avoir signalé la présence d'un avion aux côtés après avoir signalé la présence d'un ovni aux côtés de son avion. Ça devient une très grosse histoire. Et aujourd'hui, elle est passée un peu dans l'univers des ovnis comme un classique. L'affaire Frédéric Valentich, c'est devenu un classique. En réalité, il faut savoir qu'il y a eu une enquête qui a été menée à la fois par le ministère de la Défense australien et également par l'aviation civile australienne. Et eux ne sont pas arrivés du tout à ces conclusions-là. Mais les conclusions étaient gardées secrètes parce que Valentich avait évidemment des survivants, ils avaient des parents, etc. Donc, l'enquête a été menée et on est arrivé à des conclusions. Et ces conclusions-là n'ont pas été vraiment rendues publiques. Moi, je me rappelle, j'avais enquêté sur l'affaire Valentich, on était au début des années 2000. J'avais eu accès au rapport à la fois de l'aviation civile et au rapport de l'armée australienne. Mais comme j'avais également rencontré le père de Frédéric Valentich, qui lui était persuadé que son fils avait été enlevé par des extraterrestres, quelque chose comme ça. Et il y avait une telle sincérité dans ce qu'il racontait. Et il croyait que son fils allait bientôt revenir, qu'il avait été enlevé momentanément. Moi, je connaissais les dessous de l'enquête de l'armée, je connaissais les dessous de l'enquête de l'aviation civile et j'en ai pas parlé. J'ai dit, OK, parfait, tu as le droit de croire à ça. Et je m'étais... je m'excuse 2 secondes, Christian. Est-ce que tu avais fait ça dans le cadre d'une série, un livre? Oui, en fait, on avait tourné la série Enquête sur les ovnis, c'était en 2004, je crois, pour Z-Télé. Pour la référence, là, c'est la bon. référence. Fait que là, donc, j'avais accès, quand on avait fait ça, j'avais eu accès à ces documents-là. Hein, la presse, la télévision, on a souvent accès à des documents, tu sais comme moi, que bon, le public n'a pas nécessairement. Donc, on me donne ces documents-là, je ne sais pas trop quoi en faire, donc je n'en parle pas. Et je me dis, tiens, je n'en parlerai pas par respect pour M. Valentich, je n'en parlerai pas, puis je vais garder ça secret parce que, il faut le dire, la description que donnent ces rapports-là ne sont pas très élogieuses par rapport à Frédéric Valentich. Donc, j'ai gardé ça de côté. Mais quelques années après, Frédéric, le père de Valentich est décédé. Et là, je me suis dit, bon là, il n'y a plus de raison de garder confidentielles ces informations. Les 2 enquêtes conduisent à la conclusion qu'il s'agit d'une fraude. En fait, Valentich est un individu, c'était un menteur pathologique. Cet individu-là, il faut essayer de replacer un peu dans le contexte du bonhomme en question. Ce type-là était
était un peu, entre guillemets, là, parce qu'il est quand même décédé, mais entre guillemets, disons, là, ce qu'on aurait tendance à appeler, c'est un peu un raté, là. Hein, c'est un type qui n'avait pas bien réussi à l'école. Et comme il n'avait pas bien réussi à l'école, il s'est dit, tiens, il avait fait partie des cadets de l'air. Et là, il s'était mis à rêver d'une carrière militaire comme pilote de chasse, etc. Et il OK. s'était donc inscrit comme pilote pour l'aviation. Donc, il devait passer des tests. Il a échoué tous les tests. Donc, éventuellement, les militaires lui ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui de devenir pilote dans l'armée australienne. Alors, il s'est dirigé, c'est un passionné d'aviation, il s'est donc dirigé vers l'aviation civile. Mais pour l'aviation civile, il devait suivre des cours et ces cours étaient défrayés par ses parents. Donc, il OK. prenait des cours et quand ses parents lui demandaient comment ça va, ben là, il disait ah, ça va bien. Puis là, il disait qu'il montait en grade, puis que là, il était passé de pilote étudiant à pilote senior. Puis là, il y avait toutes sortes de montées de grade. Mais tout ça était faux, là. Du début à la fin. Là, il avait échoué Wow! ses examens, tout était Incroyable. raté, là. Et il continuait, il mentait à ses parents, il mentait à ses amis, il mentait à tout le monde. En fait, à la toute fin, il n'était même plus à l'école de pilotage. On lui avait signifié il fallait qu'il pense à autre chose. Le pilotage, c'était pas pour lui. Il ne deviendrait, non seulement il avait échoué à la possibilité de devenir un pilote dans l'aviation australienne, dans l'aviation militaire australienne, mais il avait également échoué à devenir un pilote dans l'aviation civile tout court. Ben, imagine. Et il continue de mentir aux gens. Ça va bien, je passe des examens, puis je réussis, je suis le meilleur de ma classe. Il ment, il ment, il ment, mais éventuellement, tu ne peux pas continuellement mentir comme ça. À un moment donné, la Exact, vérité va te rattraper. exact, exact. Et l'hypothèse qui est développée, hein, et là, on le comprend bien, c'est une hypothèse. Mais l'hypothèse, il y a plusieurs éléments. Le jour de sa disparition, le 21 octobre, il y a plusieurs éléments qui mettent la puce à l'oreille. Valentich croyait aux ovnis. Hein, il en parlait souvent avec des amis. Ah, j'aimerais ça me faire enlever. Il avait même dit ça. Hein, j'aimerais me faire enlever par des extraterrestres. Il y avait eu quelques années plus tôt une histoire aux États-Unis, l'affaire Travis Walton, qui est un bûcheron. Ça se passe en Arizona, Snowflake en Arizona. Et ces gens-là on est en novembre 1975, de mémoire, je pense que c'est le 15 novembre ou le 5 novembre 1975. Ils s'en vont donc couper du bois et là, il y a un objet qui apparaît et Travis Walton est frappé par un rayon lumineux. Il se retrouve dans l'OVNI et il va disparaître pendant 5 jours avant de le retrouver. Bon, ça a fait l'objet d'un film qui s'appelle Fire in the Sky, OVNI, l'ultime Ouais, rencontre. ouais, ouais. Quoique dans le film, on a complètement réécrit l'épisode à l'intérieur de l'OVNI. Parce que l'épisode que raconte en réalité Travis Walton est tellement ridicule que si on avait mis ça en film, les gens auraient parti à rire et auraient dit ben là, c'est une comédie ou c'est un film de Une comédie, science-fiction. ouais, c'est ça. Fait que bon, fait qu'on a réécrit cette histoire-là, puis on a fait des extraterrestres, on en a fait des méchants extraterrestres, quasiment des espèces de docteurs nazis qui veulent faire des expériences sur le pauvre Travis Walton. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais néanmoins, cette histoire-là avait suscité énormément d'intérêt dans la presse. Tout le monde en avait parlé et c'était devenu un peu une histoire phare dans l'univers des ovnis. Et Frédéric Valentich avait collectionné les articles de journaux qui parlaient de l'affaire Walton aux États-Unis et il avait laissé sous-entendre à des amis, j'aimerais bien disparaître, moi aussi, me faire enlever par des extraterrestres. Et il transportait souvent avec lui une espèce de livre de collage d'articles de journaux qui parlaient des ovnis. Il disait même que lui et sa mère avaient vu quelques années plus tôt un ovni là, depuis leur maison de Melbourne. Bon, donc, il y a tout un antécédent autour de ça. Et puis, le OK. 21 octobre, il va prendre des décisions qui restent encore, qui va alimenter, bien sûr, cette idée-là qu'il s'agit d'une fraude. D'abord, Frédéric Valentich, il faut le savoir, il n'avait pas, c'est un jeune pilote, hein, c'était pas un pilote Ouais. professionnel, et déjà à son dossier, on ne parle pas de l'aviation civile, on parle simplement de lui comme pilote personnel. Il y avait 2 mauvaises notes à son dossier. Une troisième, il aurait perdu son droit de vol. Et OK. il avait volé sur un petit avion comme celui-là. Tu n'as pas le droit de voler. Lui n'avait pas l'autorisation de voler dans les nuages. Or, il a volé à un moment donné, quelques semaines plus tôt, il avait volé dans les nuages et on lui avait dressé un blâme.
tu ne peux pas, comme tu voles avec des instruments ou à vue, tu ne peux pas voler à l'intérieur des nuages. Donc, il y avait eu un blâme pour ça. Et à un autre moment donné, il s'était retrouvé dans le périmètre de l'aéroport de Sydney avec son avion, alors qu'il n'avait pas d'autorisation. Donc, il se retrouve en plein dans les corridors aériens des avions qui fréquentent l'aéroport de Sydney. Là, encore une fois, un deuxième blâme. Donc, il avait déjà 2 blâmes à son dossier. Ce n'était pas donc un très bon pilote et on voit ici l'individu un peu médiocre qu'il était. Et là, voilà que ce jour-là, du 21 octobre, il se présente à l'aéroport, il loue l'appareil. C'est un individu qui travaille dans une chaîne de restauration rapide qui est souvent marquée par 2 grandes arches dorées. OK, ouais. Donc, il travaille au salaire minimum, il n'a pas beaucoup de sous. Et quand il loue son avion, il s'assure toujours il loue l'appareil et il répond toujours aux critères du carburant minimum. Donc, il fait un plan de vol. Et là, il y a des gens qui lui disent, bon, voilà, si tu vas de King Island, aller-retour, avec cet appareil, tu vas consommer, par exemple, 50 litres, je donne un chiffre comme ça, 50 litres d'essence. Donc, c'est le seuil minimum. Tu dois mettre 50 litres d'essence. Valentich, qui est très, très près de ses sous, s'assure toujours de respecter le minimum. Mais c'est vraiment le minimum. Hein. C'est un peu comme ta carte de crédit. Tu reçois minimum, tu dois payer 8,95, ben, tu payes 8,95. Tu t'assures d'avoir le minimum. C'est ce que fait Valentich, mais pas le 21 octobre. Lorsqu'il se présente à l'aéroport, il loue son appareil, il le fait remplir jusqu'au bouchon. Donc, 3 fois plus de carburant dans l'avion qu'en nécessitait un vol de Melbourne à King Island. Déjà, c'est quand même très curieux. Ensuite, il n'est pas autorisé à voler de nuit. Or, lorsqu'il décide, il va voir les contrôleurs aériens et il dit, ben, finalement, je ne décollerai pas à 17h15, mais je vais décoller à 18h ou 17h45, 45 minutes plus tard. Un des contrôleurs aériens lui fait remarquer qu'une partie du vol va se faire dans l'obscurité et son retour va également se faire de nuit, qu'il n'est pas autorisé à faire ça. Mais le contrôleur qui lui dit ça n'a pas une position d'autorité. Il lui fait simplement cette remarque-là. Il lui dit, tu sais qu'avec ton permis de pilotage, tu n'as pas le droit de voler de nuit. Valentich, je le sais, merci, bonsoir, il tourne le dos. Donc, dans le fond, s'il a rempli son avion de carburant comme ça, c'est parce que dans sa tête, peut-être qu'il voulait aller au bout. Ailleurs, voilà, et c'est ce qu'on pense aussi. Ouais. Donc, il remplit son avion de carburant. Il décide de différer son vol pour partir plus tardivement de nuit. Et il sait très bien que s'il est perdu de nuit, ça va être beaucoup plus difficile de le retracer. Il sait pertinemment que les radars de l'aéroport de Melbourne ne peuvent pas capter quelque chose en dessous de 5000 mètres. Puisque c'est là qu'il fait son training de pilotage, il connaît la portée des radars de l'aéroport. Pourquoi demande-t-il à Steve Roby, est-ce que vous avez du trafic en dessous de 5000 mètres? Il sait pertinemment qu'on ne peut pas détecter. Il veut bien, c'est comme s'il voulait bien s'assurer qu'on n'avait pas amélioré la qualité des radars et que ce chiffre-là du 5000 mètres, ce plancher de 5000 mètres était encore existant. Il avait bien rodé son scénario. Là. Voilà. Quand il dit à des gens, je vais aller chercher il y a des passagers que je dois aller prendre à King Island, et dans d'autres cas, il dit, je vais aller chercher des langoustines, la vérification de l'aviation civile et de l'armée montre qu'il n'y avait ni passagers, ni pêcheurs avec des lots de langoustines qui attendaient Frédéric Valentich sur King Island. Zéro. Donc, c'est sûr que la motivation qui l'a amené à King Island, ce sont des mensonges. Ensuite, on lui fait remarquer que lorsqu'il va arriver à King Island, c'est un tout petit aéroport, pratiquement un aéroport de brousse, la King Island. Et aujourd'hui, dans des petits aéroports très secondaires, il y a des espèces de codes radio. Alors, les gens qui connaissent un peu le domaine de l'aviation le savent bien. Tu arrives dans un aéroport où il n'y a pas de surveillance, tu envoies une onde radio et ça allume les lumières de la piste. Hein? Donc, c'est une sorte de balise radio qui allume les lumières de la piste. Dans le cas de Valentich, c'est exactement ce à quoi on a affaire. Un tout petit aéroport qui n'a pas de surveillance. Et la surveillance n'est que manuelle. Ce système-là n'est pas encore mis en place. Le système d'auto-allumage des lumières de piste n'est pas en place. Donc, on doit téléphoner à un gardien sur King Island pour lui dire « faut que tu ailles à la station allumer les lumières ». Okay, ouais. Donc, l'un des contrôleurs dit à Valentich, tu vas te poser aux alentours de 19h30, 19h45 à peu près, à King Island. Il dit, à ce moment-là, il dit, il va faire noir,
tu vas avoir besoin des lumières de la piste. Alors, à quelle heure veux-tu que j'informe le gardien d'allumer les lumières de la piste? Valentich lui répond, ça ne sera pas nécessaire. Ça ne sera pas nécessaire? Tu vas te poser dans l'obscurité sur une piste que tu ne vois pas? Il dit non, ça ne sera pas nécessaire. Donc là, déjà, là, on a une très sérieuse sonnette d'alarme qui vient de s'allumer. Valentich disparaît. Et curieusement, sa petite amie qui devait retrouver le soir même, elle ne s'inquiète pas de son départ. Hein? Et elle va même, une semaine après, elle se rend dans un motel où elle loue la chambre d'hôtel et elle doit y retrouver Frédéric Valentich. Mais ça fait une semaine qu'il est disparu et on le cherche partout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait une semaine après dans un motel à louer une chambre et à attendre Frédéric Valentich? Tout ça comme si c'était un plan planifié qui devait lui disparaître aussi pendant un certain nombre de jours avant de revenir, mais visiblement, il ne revient pas. Et éventuellement, lorsqu'on fait entendre les enregistrements, parce qu'on a l'enregistrement audio, lorsque Valentich contacte la tour de contrôle, il dit « Oui, Melbourne, avez-vous un objet à 5000 mètres? » Il décrit l'objet. Quand ils ont fait entendre cet enregistrement à la petite amie de Frédéric Valentich, elle a admis que Frédéric Valentich, quand il était inquiet, il avait la voix qui était un peu chantonnante, il montait un peu d'un ton. Or, lorsqu'il fait cette description-là, il fait une description qui est tout à fait neutre, comme si c'était un scénario planifié. Là. On ne sent pas d'inquiétude dans sa voix, rien du tout. Là, quand j'ai parlé, moi, à Steve Robey, qui était le contrôleur aérien qui était sur place, Robey me dit « Je sentais dans sa voix une espèce d'anxiété, mais pas une panique. » Tu sais, c'était pas normal, mais il n'était pas non plus comme inquiet. C'était un espèce d'entre-deux. Alors que la petite amie de Valentich, elle dit, ben voilà, si c'était vrai, il y aurait eu une voix chantante, ce qu'on ne voit pas là, il n'y a pas cette fameuse voix chantante. Et éventuellement, quand les amateurs d'OVNI disent qu'il n'y a jamais de débris de l'appareil de Valentich qui a été trouvé, ils mentent. Ils mentent. Ils ne le savent probablement pas, mais en 1983, sur Hammock Island, qui se trouve très, très loin de King Island, qui se trouve presque de l'autre côté, là, place-toi un peu, c'est une carte géographique, mets-toi un peu plus au sud de Sydney plutôt qu'au sud de Melbourne. Et là, on a Hammock Island. Or, des randonneurs sur Hammock Island en 1983 ont trouvé un volet de moteur qui était sur la plage. Et ce volet de moteur, bon, il n'y a pas un numéro qui nous permet de dire c'est l'avion de Frédéric Valentich, mais il est de la même couleur et exactement du même type qu'un moteur d'un Cessna 182L. Donc, on a des bonnes raisons de croire que le volet de moteur qui s'est retrouvé sur la plage de Hammock Island était un morceau de l'avion de Valentich. L'hypothèse proposée par les enquêteurs, c'est que Valentich avait l'idée au-delà de King Island, il y a d'autres petites îles dans le détroit de Bass, et sur ces autres îles, il y a également, dans certains cas, des terrains d'atterrissage de fortune. Et il y a aussi des terrains d'atterrissage sur l'île de Tasmanie qui sont réservés, par exemple, sur des grandes plantations. On a des terrains d'atterrissage de fortune. L'idée que développent les contrôleurs aériens, les enquêteurs, c'est que Valentich a monté son truc. Il voulait devenir un nouveau, le Travis Walton de l'Australie. Il voulait faire un truc semblable. Il y a deux possibilités. Ou il voulait devenir célèbre en devenant le Travis Walton de l'Australie, ou il s'est suicidé. Ça s'est déjà vu des gens à un moment donné. Ouais. Donc, ou bien il s'est cassé la gueule, ou bien il s'est suicidé. Parce que c'est ça que j'allais dire. Il se suicide en se disant je vais partir avec un grand éclat. Donc, il invente les deux scénarios proposés. C'est que ça va me faire connaître, je vais devenir célèbre, même si je suis décédé. Donc, l'idée de Valentich pour les enquêteurs, elle est claire. Il n'y a pas d'ovni là-dedans. Valentich vole. Il s'assure qu'il est au-dessus du détroit de Bass. Il s'assure avec Steve Robey qu'il vole en dessous de la couverture radar. Et à partir de là, il monte son scénario. Je vois un ovni, il s'approche de moi, etc. L'idée de Valentich, elle est double. Ou bien il a l'intention de se rendre sur beaucoup plus loin, ce qui expliquerait pourquoi il a fait remplir l'appareil. Soit il voulait se rendre en Tasmanie ou sur une autre des îles du détroit de Bass et tenter un atterrissage, rester là quelques jours pour revenir ensuite. Ce qui expliquerait pourquoi
et il avait organisé ça avec sa petite amie. Oui, ouais, ben c'est ça que j'allais dire, parce que si il voulait se suicider, pourquoi le planning avec Voilà. Elle, sa petite l'hôtel? amie, lui a jamais dit ce qui devait se passer. Elle prétend qu'elle ne savait pas ce qui devait se passer. Elle dit, Frédéric est parti, on aurait dû se retrouver ce soir-là. Ouais. Il n'est pas venu, mais on s'était quand même donné rendez-vous pour telle date au motel. Mais entre les deux, il y avait, semble-t-il, à son avis à elle, il n'y avait rien de planifié. Mais déjà, dans la voiture de Valentich, il faut quand même le mentionner, il avait dit, il avait mis des vêtements de pilote, une espèce d'uniforme de pilote, et il avait dit à sa blonde, parce qu'il y avait ce soir-là, ils devaient se rencontrer, des petits éléments, des détails. Hein. Il s'était acheté une bague pour souligner leur 8e mois de fréquentation, quelque chose comme ça. Mais au lieu d'attendre le soir du 21 octobre, qui était la date anniversaire de leur rencontre, il lui a donné une semaine plus tôt. Pourquoi? Il n'a pas justifié. Ensuite, il avait dit, sa blonde, il dit, tu prends l'avion pour aller à King Island le 21 octobre. Ouais. Elle dit, le 21 octobre, c'est notre fameuse soirée d'anniversaire pour notre rencontre. Et Frédéric lui dit, ne t'en fais pas. Je vais aller à King Island. Quand je vais revenir, je vais amener des vêtements de rechange dans ma voiture. Je vais me changer. Je vais te retrouver au restaurant. Mais quand on a fouillé la voiture de Valentich, il n'y avait pas de vêtements de rechange à l'intérieur. Donc, c'est des petits détails comme ceux-là. Donc, est-ce que Valentich a voulu aller se poser sur un aéroport de fortune, sur une île, une des nombreuses îles du détroit de Bass, pour ensuite revenir et avoir la gloire d'être le nouveau Travis Walton de l'Australie? Ou bien, quelque part, il s'est suicidé en disant, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, toutes les histoires de mensonges à propos de la formation, l'école, etc., personne n'était au courant de ça. C'est des trucs qui ont été découverts après coup, une fois qu'il soit décédé, quand on a commencé à vérifier. Là, on a découvert qu'il mentait à tout le monde, et ce, depuis des mois. Donc, éventuellement, il allait devoir répondre de ces mensonges. Est-ce qu'éventuellement, Valentich a décidé de plonger, d'envoyer son avion par le fond en disant « Je vais partir avec des éclats ». Mais là, j'imagine, Christian, qu'il y a eu des recherches, là, je veux dire, par les. Oui, on ne sait pas où l'appareil est tombé. C'est-à-dire, tu comprends, lui dit, je vais à King Island. Donc, évidemment, on cherche le bras de mer qui sépare. Du moment où on a trouvé le débris, là. Oui, mais le débris, rappelle-toi, l'avion disparaît en 1978, le débris est retrouvé en 1983. Ouais. Donc, on se dit, quelque part, il était amené par les courants jusque sur Amok Island, mais où l'avion est tombé, on n'en a absolument aucune idée. Rappelle-toi, l'histoire de Valentich me fait penser à une autre histoire qui, elle, nous amène à la fin des années 60 de mémoire. C'est un type, David Crochers, je crois, qui était son nom, qui avait décidé de participer à une course autour du monde avec un trimaran ou un truc comme ça, et son trimaran portait le nom de Timog Electron. Et ce type-là s'était lancé dans cette course autour du monde en disant « J'ai inventé des appareils de navigation fantastiques. » Et là, on suivait sa course. C'est un type qui n'avait absolument aucune expérience dans une course comme ça, une Vendée Globe du genre. Il n'avait aucune expérience. Mais il disait qu'il avait inventé des appareils et ces appareils-là allaient le rendre riche, bien sûr, parce que tous les navigateurs du monde, Timog Electron, c'était le nom de lui, il vivait à Timog en Angleterre, ou Tamo, et sa compagnie s'appelait Electron. Donc, Timog Electron, c'était le nom de son bateau. Okay. Et lui, il s'est dit, les navigateurs du monde entier vont venir acheter mon appareil de navigation, je vais être riche. Et pour preuve que tu n'as même pas besoin d'être un pilote ou un navigateur, un capitaine de bateau pour faire le tour du monde, je vais m'engager dans cette course et grâce à mes appareils, je vais devancer tout le monde et je vais gagner la course. En tout cas, je vais démontrer que ces appareils-là fonctionnent bien. Et on a été surpris parce qu'au début des semaines s'écoulent, hein, et les jours passent, et là, on suit la course comme ça autour du monde, et ce David Crochers, il fait bien. Il n'est pas le premier, il est le 3e ou le 4e, mais on comprend, on est dans une équipe avec des skippers internationaux, et lui se classe en 3e, 4e pour un type qui n'a aucune expérience. C'est fabuleux. Le monde, écoute, c'est une révélation. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que le numéro 1, 2 et 3 vont abandonner la course. Donc, éventuellement, par un concours de circonstances, David Crochers se retrouve le premier de la course. Et voilà. Et là, ça ne va pas bien. Et là, on se dit, il va se passer quelque chose. On l'attend. On est tous en Angleterre à l'attendre. Et finalement, il n'y arrive pas. Et évidemment, il est porté disparu. Et des jours après, on va retrouver son bateau dérivant au large, pas tellement loin des Açores. Et lorsqu'on va monter à bord de son navire, on va découvrir en fait
que David Crochers n'a jamais traversé l'Atlantique, rien. C'était des fausses positions qu'il donnait. Il s'est perdu dès le départ. Hein. Il a quitté l'Angleterre et très rapidement, il s'est perdu au milieu de l'Atlantique. Ses appareils ne fonctionnaient pas. Il a tourné en rond. Il était vraiment perdu. Et il suivait à travers les radios et donnait de fausses positions pour essayer de... Puis il s'est dit, éventuellement, quand je vais revenir en Angleterre, si j'arrive le 5e ou le 6e de la course, personne ne va porter attention à mes livres de bord, mais m'a m'être placé suffisamment bien dans le lot des participants pour pouvoir vendre pouvoir vendre mes instruments de navigation qui visiblement ne fonctionnaient pas. Et quand Crochers a découvert qu'il allait être placé devant ses mensonges, qu'il n'avait jamais fait le tour du monde comme il le prétendait, qu'on allait vite découvrir son escroquerie, ben, crois-le ou non, il a écrit une note de suicide et il est sauté en bas de son bateau. Il s'est jeté à la mer et éventuellement, le bateau a été retrouvé comme ça, dérivant. Et l'histoire, quand j'ai lu les documents concernant la disparition de Frédéric Valentich, ça m'a fait penser à cette histoire-là, ce skipper qui, à un moment donné, placé devant ses mensonges, a préféré disparaître en grandeur en se disant, si on ne retrouve pas mon navire, on se dira... David Crochers a bien réussi, mais quelque chose est arrivé. Mais malheureusement, c'est pas quelle histoire fascinante. C'est capoté de t'entendre, Christian. C'est vrai que c'est une histoire qui est tout à fait... Ouais, c'est une histoire qui est tout à fait incroyable, l'histoire de David Crochers et sur le Taimug Electron. Je crois que c'était quelque part en 1968 ou 1969. Et le bateau en question a été retrouvé il y a quelques années. Maintenant, il n'existe plus, mais éventuellement, il est passé de main en main. Et je me rappelle à un moment donné avoir vu passer dans la presse un article où des gens, quelque part aux îles Caïmans ou quelque chose comme ça, avaient sur la plage, ils avaient retrouvé le Taimug Electron, c'est-à-dire qu'il était passé de main en main, puis son dernier propriétaire l'avait comme mis sur la plage, l'avait abandonné là, et probablement qu'il ne connaissait pas son histoire, parce que, écoute, c'était presque une pièce de musée, là, et des gens comme ça qui se baladaient sur une plage voient ce bateau, ce vieux rafio abandonné, et ils peuvent lire le nom dessus, Taimug Electron, puis ben voilà, c'est le bateau de David Crochers. Mais bon, quelle année ça déjà? De mémoire, c'est en 1968. Il faudrait faire une recherche. Je n'ai pas les notes sous les mains, mais il me semble que c'est en 1968-67 ou quelque chose comme ça. Regarde, l'année passée, puis je m'étais entretenu avec un des passagers qui est un navigateur, en fait, un monsieur Titanic qu'on appelait Henri-Paul Nargelet, qui est un chercheur là, qui travaillait. Qui était dans le Titan. Qui était dans le Titan. Moi, j'ai fait une entrevue comme que je fais avec toi peut-être 2 mois avant qu'ils prennent place à bord du Titan. Il m'expliquait un peu, parce que lui, il a fait 33 plongées à peu près au Titanic. Okay. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est tout ce qu'on a appris après avec le Titan. Parce que le directeur de cette entreprise-là, il n'avait pratiquement aucune expérience. Les sous-marins n'étaient pas dans les normes. Il guidait ça avec une manette de jeu vidéo. Puis là, ça a amené des morceaux avaient été imprimés sur des imprimantes 3D c'est fou, là. En carbone. C'est encore des histoires de même, là, de gens qui cherchent la célébrité, faire de l'argent. C'est complètement fou. Puis là, M. Nargelet, lui, avait été embauché comme directeur technique parce que c'est lui qui connaissait le plus l'épave du Titanic, mais qui connaissait le Titanic. Donc, il était là à titre d'expert. C'était pas un millionnaire, un multimillionnaire, comme la plupart des gens croyaient. Puis, on avait des passagers qui étaient effectivement millionnaires, qui prenaient place à bord de ce sous-marin-là. C'était important de le préciser. Mais c'est capoté d'entendre des histoires comme ça. Puis, tu sais, ça continue dans le temps. Oui. Encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, ça m'amuse toujours un peu de voir dans la littérature sur les ovnis. Puis, tu sais, ça ne remet pas en question qu'il y a des bonnes histoires d'ovnis, des moins bonnes histoires d'ovnis. C'est pas, je pense,
Mais de voir que des amateurs d'OVNI nous citent encore l'histoire de Frédéric Valentich comme étant une histoire phare d'OVNI, puis qu'on la retrouve dans des documentaires, visiblement, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour essayer de creuser cette histoire-là, parce que bon, il y a tellement de choses dès le départ qui montrent qu'il n'y a pas de logique dans cette disparition-là. Au mieux, dès au début, avant que l'enquête ne soit complétée, là, au départ, l'hypothèse parce que bon, jamais les contrôleurs aériens, jamais les enquêteurs de l'aviation civile, ni non plus de l'armée, n'ont cru à l'histoire de l'OVNI. Ça a été éclipsé dès le départ. La première hypothèse qu'ils ont développée et qui aurait pu faire sens, c'est qu'à l'époque à laquelle Valentich est disparu, c'était une période de pêche intense dans le détroit de Bass. Et d'ailleurs, pour ça, quand il a dit je vais aller chercher des langoustines sur l'île de King Island, personne n'a été surpris parce qu'on est en pleine période de pêche. Donc, ce sont des denrées qui se vendent bien. Et les bateaux, notamment ceux qui pêchent de la pieuvre, des poulpes, ce que l'on fait pour attirer les poulpes en surface, les bateaux ont d'immenses projecteurs qui tournent vers l'eau. Les poulpes sont attirés par la lumière. Donc, les poulpes qui vivent à 3000 ou 4000 mètres de profondeur, lorsqu'arrive la période pour se nourrir, ils remontent en surface. Et s'il y a de la lumière en surface, ils vont se diriger vers la lumière parce que généralement, c'est là que les poissons vont se tenir, là où il y a de la lumière. Donc, ça attire les poulpes remontent vers la lumière et là, bon, on lance les filets, puis la pêche est généralement bonne. La première hypothèse imaginée par les enquêteurs était que Valentich avait probablement souffert de désorientation spatiale. Lorsqu'on est au-dessus de l'océan, qu'il n'y a pas de lumière de référence, on n'arrive plus à faire la distinction à l'horizon de où la mer commence et où le ciel commence. Et comme l'avion bouge, l'intérieur de l'oreille également, notre oreille bouge et ce qui fait que notre équilibre est maintenu, c'est justement notre oreille, elle un peu comme elle a un niveau. Donc, lorsqu'elle est au niveau, elle se dit, là, je suis droit. Mais quand on est dans un objet qui bouge, évidemment, ça devient excessivement malaisant de pouvoir se situer exactement sur la ligne d'horizon. Donc, l'idée était que Valentich avait souffert de cette désorientation spatiale dans son avion, et en voyant les lumières des bateaux en mer qui pêchaient le poulpe ou les pieuvres, il a cru que ces objets-là étaient dans le ciel. Alors qu'il disait l'OVNI est en dessous de moi ou en dessous ou au-dessous, visiblement, c'était la position de son avion qui fait qu'il était désorienté par la présence de ces lumières. Mais éventuellement, quand on met bout à bout tous les éléments de l'histoire, on se rend compte que si la désorientation spatiale a joué un rôle, ça a été un rôle très secondaire dans l'histoire. Visiblement, Valentich s'est suicidé ou Valentich a essayé de monter un canular et ça a mal tourné parce que, bon, évidemment, il a essayé, s'il a voulu se poser sur une piste, pas de lumière, dans l'obscurité et au-dessus de la mer, tu essaies de voler le plus bas possible pour éviter les radars, éventuellement, ou bien il s'est écrasé au sol, peut-être que son avion est quelque part dans un boisier, ou il s'est écrasé directement dans la mer en essayant de voler plus bas et il a raté son approche parce que, bon, évidemment, dans l'obscurité, ça devient difficile de voir exactement où tu te trouves. Le voit, là, il suffit là, pour conseiller aux gens de regarder cette fameuse série à Canal D là, qui s'intitule Mayday. Mayday, on voit chaque semaine des histoires d'écrasement d'avions et 9 fois sur 10, ce sont des erreurs de pilotage et ce sont des erreurs de pilotage souvent un peu ridicules. Tu te dis comment un pilote professionnel a-t-il pu, par exemple, commettre telle ou telle erreur? Alors imagine-toi si ça arrive avec des pilotes chevronnés qui ont des centaines d'heures de vol, un jeune pilote novice qui était d'ailleurs assez médiocre, ses feuilles de route étaient plutôt médiocres. L'idée que ce soit écrasé en mer ne fait pas un grand mystère. Je me rappelle, à un moment donné, il y a des gens qui ont imaginé toutes sortes de scénarios. S'il n'avait pas été enlevé par les extraterrestres, il avait peut-être été victime, parce que pas tellement loin de là, au centre de l'Australie, il y a une ville qui s'appelle Alice Springs, qui se trouve dans la province de Victoria. Et à Alice Springs, il y a une zone militarisée très importante du département de la Défense, une espèce de zone... Voilà, une espèce de zone 51 australien. Et là, on s'est dit, c'est une base qui s'appelle
la base militaire de Pine Gap. Alors là, des gens ont dit, s'il n'a pas été enlevé par les extraterrestres, peut-être que les militaires à Pine Gap avaient utilisé des espèces de canons à ondes ultrasoniques pour faire disparaître l'avion de Valentich. On sombre dans le ridicule, à un moment donné, alors que le rasoir d'Occam, le principe de parcimonie, c'est bien plus simple d'imaginer que le type a essayé de monter un canular et ça a mal tourné. Ben oui. Mais merci beaucoup, Christian. Écoute, c'est fascinant. Là, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Fait qu'on va se quitter là-dessus. On pourra reprendre parce que ça passe tellement vite. Tu as tout à fait raison. On voulait parler de plein de trucs, puis bon, finalement, mais c'est vrai que Valentich est vraiment une très bonne histoire. C'est une très bonne histoire. Ouais, Christian, je voulais te poser une question parce que la dernière. En fait, il y a quelqu'un qui nous regarde et qui avait trouvé ça fascinant, l'évolution des extraterrestres à travers le cinéma. Oui. Et je me disais, tu aimes beaucoup le cinéma, toi? Oui. Tu adores le cinéma, tu regardes des films, des séries comme ça. Je suis un bon client. Je te dirais que je suis un bon client. Je regarde, pour te dire, je suis abonné à la chaîne Frisson. Là. Il y a souvent des films de série B mauvais, là, mais je les regarde parce que des fois, c'est tellement mauvais que c'est amusant de regarder à quel point c'est mauvais. La série B, là. Oh, vraiment des séries B. Ouais. La série B. Parce que je me suis dit, à un moment donné, il n'y a personne qui fait ça. Si de temps en temps, on pourrait se faire une petite chronique culturelle, une petite chronique cinéma, moi puis toi, en parlant justement des trucs, je veux dire, d'actualité versus cinéma. OK. Un peu. Est-ce qui a influencé quoi ou vice-versa? Ouais. L'évolution des extraterrestres, par exemple, à travers la culture générale, le cinéma, entre autres, parce qu'il y a tellement d'histoires de films qui ont été tirés d'histoires vraies comme ça. Ouais. Un petit peu, tu parlais de Fire in the Sky, en français, OVNI l'ultime rencontre, qui est une adaptation de l'histoire de Travis Walton. Oui, ben c'est ça. Fait que, en tout cas, réfléchis à ça. Ça me fait beaucoup. J'ai même écrit un livre à un moment donné, Le paranormal au cinéma, hein, parce que effectivement, depuis le milieu des années 70, en fait, depuis la sortie du film Amityville, qu'on a beaucoup commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. C'était pas la première fois que le cinéma faisait ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a plein de films dans les années 50, 60 et 70 qui sont basés sur des histoires vraies. L'exemple le plus frappant dans mon univers, c'est le film L'Exorciste. Mais le film L'Exorciste sort en 73, mais il n'est pas commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. On va l'apprendre plus tard parce que le scénariste du film et l'auteur du roman, qui est à la fois la même personne, William Peter Blatty, dans une entrevue, on lui parle de L'Exorciste, de son roman, du film, dont il a écrit le scénario, et il dit à un moment donné, vous savez, cette histoire-là, je ne l'ai pas entièrement inventée. Et là, il raconte qu'alors qu'il était étudiant à l'université de Georgetown, un prêtre qui était là, un jésuite, lui a raconté une histoire d'exorcisme qui avait eu lieu dans la banlieue de Washington en 1949, et ça a été l'élément déclencheur qui l'a inspiré à faire son roman. Donc, on découvre avec L'Exorciste que l'histoire est basée sur une histoire vraie. Mais à l'époque, Hollywood ne juge pas que c'est important de le dire. Hein, elle ne comprend pas la valeur de ça. Elle va vraiment le découvrir avec le film. Dans le cas des films d'horreur et de science-fiction, elle va le découvrir avec le film Amityville. Le fait qu'on dit le film Amityville est basé sur le livre de Jay Hansen, basé sur une histoire vraie, ça suscite un intérêt auprès du public. Et aujourd'hui, en 2024, lorsque l'on parle de films d'horreur, pratiquement 2 films sur 3 qui sortent au cinéma on utilise l'expression d'après une histoire vraie. Et souvent, l'inspiration. Il y a eu la conjuration. Exactement. La nonne, Ouija et compagnie. C'est tout d'après une histoire vraie, mais parfois, l'inspiration derrière le film est très, très éloignée de ce qu'on voit à l'écran. Mais L'Exorciste, c'est un film hallucinant. Absolument. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est tellement bien raconté, bien filmé, le scénario. Moi, quand de temps en temps, il repasse à la télé et je l'écoute parce que tu as tout à fait raison. C'est un les effets spéciaux là-dedans, c'est complètement débile. Là, tout est
Pour l'époque, oui, dans ce film, 1973, hein, 1973, dans ce film-là, William Friedkin, ben, c'était une époque où les réalisateurs se permettaient n'importe quoi avec leurs comédiens ou leurs acteurs. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui ça passerait. Mais bon, parce que Ellen Bernstein racontait, par exemple, la scène où elle est projetée vers le mur, on lui avait mis un harnais. Et pour qu'elle soit projetée vers le mur, puis elle tombe sur le dos, puis elle fait la grimace. Mais en réalité, c'était vrai parce que Friedkin est allé voir le type des effets spéciaux, puis il dit quand tu vas tirer sur le harnais, rajoute-y un 30 ou 40 livres de plus. Quand Ellen Bernstein est projetée dans le mur, elle est vraiment projetée et elle a souffert de ça. Là. Elle s'est littéralement blessée. Aujourd'hui, on poursuivrait le réalisateur. Mais à l'époque, on faisait. Mais tout est parfait dans ce film-là. L'Exorciste, c'était. Puis au-delà de l'Exorciste, ce qui est encore de plus parfait, c'est l'idée du marketing. Quand le film a été réalisé, William Friedkin avait demandé à ce que le film sorte en salle le 26 décembre. Donc, on était le lendemain de Noël. Les gens, depuis quelques jours, vivaient dans une cloche, un peu de petit Jésus, l'angelot au sommet du sapin de Noël, la crèche autour de l'arbre, les cantiques de Noël. Et le 26 de décembre, le lendemain de Noël, on va au cinéma, on voit l'Exorciste avec des phrases, des mots qui sont choquants, qui sont inacceptables. Hein. La religion était très forte à cette Absolument. époque. Et plus tard, Linda Blair, qui joue le rôle de Megan Rickney, la possédée, elle racontait, il y a des phrases qui sont tout à fait choquantes là, quand elle disait à un moment donné Carras, ta mère est en enfer, ou elle suce des queues, ou à un autre moment, elle se masturbe avec le crucifix en disant elle est à moi la chienne, elle est à moi la chienne. Et moi, je me souviens, là, Christian, d'une scène, je me suis dit, mais comment ils ont passé ça à l'époque quand elle prend la tête à sa mère? Ah ouais. Goûte à cette charogne! Ouais. Puis elle a le visage plein de sang. Ouais. Et dans ces scènes-là, ou bien on prenait une doublure, ou quand c'était Linda Blair, elle racontait que pour le mouvement de ses lèvres, elle devait dire des phrases qui étaient absolument ridicule et sans suite. C'était comme oui, il y a des oiseaux rouges dans la grande allée. Tu sais, c'était des phrases ridicules, mais les gens avaient dit si elle bouge les lèvres en disant ça, on va pouvoir rajouter telle ou telle parole. Il y avait des scènes qui étaient absolument choquantes là, pour l'époque dans ce film-là. Et c'est un film qui est passé à l'histoire et qui est quand même assez éloigné de l'événement de 1949. Évidemment. Très éloigné. Ouais. En fait, William Peter Blatty s'est inspiré de deux événements. Oui, ça reste du cinéma. D'ailleurs, c'est un peu des gens, c'est bien que tu fasses cette réflexion-là. À un moment donné, quand on a fait le film Le Pacte des loups, hein, qui est un excellent film qui est basé sur l'histoire de la bête du Gévaudan, ben, on a vu en France des puristes dire « Oui, mais la bête du Gévaudan, c'était pas tout à fait ça. » Et Christophe Gans, qui était le réalisateur du film, a dit ben là, j'ai pas fait un documentaire sur la bête du Gévaudan, j'ai fait un film. Tu sais, à un moment donné, c'est bien d'être puriste, mais là, quand tu fais un film, le film a pour objectif de divertir le public. Si tu veux un documentaire, regarde un documentaire, mais va pas au cinéma voir un film. Si on te dit qu'il est basé sur une histoire vraie, tu dois accepter qu'une grande partie de l'histoire a été rescénarisée pour maintenir l'intérêt du public. Mais ça va me faire plaisir parce qu'il y a tellement à dire sur ces sujets-là. Ben, tellement, parce que regarde, encore là, tu sais, notre côté un peu innocent, parce que moi, j'ai toujours pensé que la maison de la Métiville est hantée. Jusqu'à temps que tu fasses un podcast ou un truc là-dessus. Ouais. En tout cas, tu avais parlé là, de le gars qui avait assassiné sa famille. Là, qui elle est vraie, cette histoire-là, elle est vraie. Hein, elle est vraie. Les meurtres de Ronald DeFeo sont bien authentiques. Ben, c'est ça, autour du cinéma et tout. Fait que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, là, justement, pour démystifier tout ça un peu, puis de faire la part de vérité. Ça va faire plaisir. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Écoute, je te remercie encore infiniment, Christian. Puis cette histoire-là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Je pense que c'est vraiment fascinant. Mais tant mieux, tant mieux. Hein? Puis il ne faut pas que les gens qui croient aux ovnis, il ne faut pas qu'ils prennent ça comme étant des boulonnages. C'est-à-dire que, bon, cette histoire-là, elle n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des bonnes, mais celle-là, elle est à raturer. C'est sûr, dans les livres, là, elle doit être à raturer. C'est vraiment intéressant. Ben, un gros merci, Christian. Puis je te souhaite une bonne semaine. Merci. Merci à toi. On se reparle. À bientôt. Merci. Bye bye.